Elle a fait sa valise pour la plage, m'a embrassé pour me dire au revoir et a envoyé des selfies depuis le sable. J'ai souri, fait un signe de la main et j'ai appelé les déménageurs. Quand elle est rentrée, les placards étaient vides, ses cartes bancaires étaient bloquées, et la seule chose que je lui ai laissée était un jeu de clés. Pas de mots, pas d'avertissement, pas de pitié. Je m'appelle Owen Prescott. J'ai 43 ans. Je suis chargé de compte pour une entreprise régionale de télécommunications basée à Charlotte, en Caroline du Nord. J'ai un salaire décent, une maison que j'ai achetée avec mon propre crédit et, jusqu'à récemment, une femme avec qui je pensais construire quelque chose. Son nom est Courtney. Elle a 38 ans, une allure impeccable, le genre de femme qui entre dans une pièce et en change l'atmosphère sans dire un mot. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée d'entreprise il y a 11 ans. Elle travaillait dans le marketing pour une société de santé en ville. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes mariés un samedi d'octobre et, pendant un certain temps, un bon bout de temps, j'avais l'impression que nous avions trouvé le plan parfait. J'écris tout ça parce que quelqu'un m'a dit que je devrais le faire. Ray, mon pote depuis 15 ans, m'a dit, Owen, si tu ne sors pas ça de ta tête, ça va te bouffer tout cru. Alors, me voilà, en train de tout sortir. Ce que je sais maintenant, c'est que la version de Courtney que j'ai épousée n'était pas la version avec laquelle je vivais depuis 2 ans. La femme que j'ai épousée me laissait des mots sur le miroir de la salle de bain. Elle m'appelait à midi juste pour entendre ma voix. Elle s'asseyait avec moi sur la terrasse arrière après le dîner et parlait vraiment. Pas de facture, d'horaire ou de ce qui devait être réparé dans la maison, mais de la vie, de projets, de rêves. Le genre de conversation qui vous rappelle pourquoi vous avez choisi quelqu'un. Cette femme a disparu progressivement. D'abord, il y a eu la distance. Petite, facile à justifier. De longues journées de travail, le stress, la fatigue. Puis est venu le téléphone. Toujours face contre table, toujours à proximité, toujours une raison de sortir de la pièce quand il vibrait. Puis sont venues les soirées entre filles. 1 fois par mois est devenu 2 fois. 2 fois est devenu un week-end sur 2. Et quelque part là-dedans, ma femme a cessé d'être une partenaire pour devenir une colocataire qui se souvenait occasionnellement de me demander comment s'était passée ma journée. J'ai essayé. Je veux que ce soit clair. J'ai suggéré une thérapie de couple à 2 reprises. Elle a balayé l'idée les 2 fois, la première en disant que c'était un peu dramatique et la seconde en affirmant qu'elle n'était pas du genre à étaler ses problèmes devant un inconnu. J'ai organisé un week-end pour notre 9e anniversaire. Elle a annulé 2 jours avant, prétextant une urgence au travail. J'ai préparé des dîners. J'étais présent. J'ai maintenu les lumières allumées dans une maison qui s'assombrissait de mois en mois. La nuit avant que tout ne bascule, j'étais assis dans le salon vers minuit. Courtney dormait. Pas moi. Je ne dormais pas bien depuis des mois. Mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Bizarre. Comme ce bourdonnement sourd que l'on entend avant un orage, que l'on ne peut pas tout à fait situer, mais que notre corps reconnaît déjà. J'ai pris mon téléphone et ouvert l'application « Localiser ». Nous partagions nos localisations depuis le début. Pratique, avait-elle dit, au cas où l'un de nous tomberait en panne sur l'autoroute. Elle était bien là, à la maison, endormie. Tout était normal sur le papier, mais rien ne semblait normal. J'ai repensé à 3 semaines plus tôt. J'ai aidé Courtney à sortir de vieilles boîtes du placard du couloir quand une petite enveloppe est tombée d'entre 2 bacs empilés. À l'intérieur se trouvait une pochette de cartes clés d'hôtel, du genre avec un numéro de chambre écrit au stylo. La date estampillée sur la pochette était un mardi soir. Un mardi où elle avait dit qu'elle travaillait tard pour une réunion de département. Je l'ai remise en place. Je me suis dit qu'elle était vieille. Peut-être d'une conférence, peut-être rien. Mais quand on commence à se dire, peut-être rien, à propos de choses qui ressemblent à quelque chose, on connaît déjà la vérité. On n'est juste pas encore prêt à l'affronter. J'étais presque prêt. 1 semaine après cette nuit sur le canapé, j'ai passé un appel. Pas à Courtney, pas à un ami. J'ai appelé un numéro que Ray m'avait donné des mois auparavant, avec une expression sur le visage qui disait qu'il espérait que je n'en aurais jamais besoin. Lou Decker, détective privé, retraité de la police de Charlotte, 22 ans dans les forces de l'ordre, et 14 autres à faire ce qu'il appelait « nettoyer les dégâts que les gens laissent derrière eux quand ils pensent que personne ne regarde ». Je lui ai laissé un message vocal ce mardi matin. Il m'a rappelé moins d'1 heure après.
Je ne le savais pas encore, mais cet appel était le premier vrai pas vers le jour où Courtney rentrerait dans une maison vide. Des clés sur le comptoir et le silence là où j'étais autrefois. Elle ne l'a jamais vu venir. Je m'en suis assuré. Lou Decker est arrivé à notre deuxième rendez-vous avec un dossier extensible marron de la taille d'une petite mallette. Il l'a posé sur la table entre nous, sans cérémonie. Comme un entrepreneur qui dépose un devis. Voici les faits. Voici ce qu'il coûte. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de South Boulevard, un endroit que j'avais choisi spécifiquement parce qu'aucun des amis de Courtney ne s'en approchait jamais. Lou était déjà dans la banquette du coin quand je suis arrivé, sirotant un café noir et arborant le même genre d'expression que j'imaginais qu'il avait eu en interrogeant des suspects pendant 2 décennies. Calme, patient, comme s'il avait tout le temps du monde et pas une minute à perdre. 10 jours, a-t-il dit en faisant glisser le dossier vers moi. Tout est là-dedans. Je l'ai ouvert lentement. La première page était une feuille de résumé. Date, heure, lieu. 12 entrées sur 10 jours. Mes yeux ont parcouru la liste et ma mâchoire s'est crispée à chaque ligne. Mardi midi, un restaurant à South End dont je n'avais jamais entendu parler. Jeudi soir, un hôtel près de l'île 77. Samedi après-midi, le même hôtel, une chambre différente. Le nom sur la réservation les 2 fois, Colin Ware. Je connaissais ce nom. Colin avait été chef de projet dans une entreprise partenaire de celle de Courtney pour une campagne commune environ 3 ans auparavant. Je l'avais rencontré brièvement une fois lors d'un événement professionnel où elle m'avait emmené. Grand, sourire facile, le genre de type qui remplit une pièce sans dire quoi que ce soit de particulièrement intéressant. Je lui avais serré la main. Il m'avait appelé « mec » au lieu de mon nom. J'ai continué à lire. Derrière la feuille de résumé se trouvaient des photographies. Je n'entrerai pas dans les détails, mais elles étaient claires et elles suffisaient. Courtney et Colin devant l'hôtel. Courtney et Colin à une table de restaurant, sa main sur son avant-bras, tous les deux en train de rire. Et une de plus, celle qui a eu le plus d'impact. Eux deux, debout à côté d'un SUV argenté dans un parking. Elle, se penchant contre lui d'une manière dont elle ne s'était pas penchée contre moi depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Puis Lou est passé à la section suivante, et c'est là que l'histoire a pris de l'ampleur. Il y a plus, a-t-il dit, tapotant la page d'un doigt. Elle n'y est pas allée seule. Les photographies de cette section montraient Courtney arrivant dans un complexe hôtelier à Hilton Head. C'était lors d'un voyage 3 mois plus tôt, un voyage qu'elle avait décrit comme « juste entre filles, on en avait besoin ». À côté d'elle se trouvaient 2 femmes que j'ai reconnues immédiatement, Tessa, sa meilleure amie depuis l'université, et Carrie, sa sœur aînée. Et se tenant à une proximité confortable et évidente de chacune d'elles, se trouvaient 3 hommes. Colin était l'un d'eux. Les 2 autres, je ne les connaissais pas encore de nom, mais Lou s'en était occupé. L'amie, Tessa, elle voit un homme nommé Drew Alford depuis environ 8 mois, a noté Lou, lisant sur son calepin. Son mari, Craig, le sait ou le soupçonne, ça dépend des jours. Le bruit court qu'il a son propre arrangement de son côté, donc aucun des 2 ne pousse l'autre trop fort. Il a fait une pause. Pratique. Et la sœur, ai-je demandé. L'expression de Lou a changé. Pas tout à fait un sourire narquois, mais presque. Le type de Carrie s'appelle Pete Garland. Dans le tableau depuis environ 5 mois. Son mari, Doug, ne semble pas particulièrement motivé à s'en occuper. Il ne travaille pas. C'est elle qui gagne l'argent. À mon avis, il ne va pas scier la branche sur laquelle il est assis. Je me suis adossé et j'ai laissé cela décanter. 3 femmes, 3 hommes qui n'étaient pas leurs maris. Un petit arrangement bien huilé où tout le monde se couvrait, car personne ne pouvait se permettre que la vérité éclate. Courtney n'avait pas agi seule. Elle s'était construit un filet de sécurité. Ils s'utilisaient mutuellement comme alibi, a dit Lou en fermant son dossier. Histoire croisée, week-end coordonné. Quiconque était interrogé par un mari pouvait pointer les autres comme témoins. Il a pris son café. Le plus vieux tour du monde. Ça marche, jusqu'au jour où ça ne marche plus. Je lui ai demandé à quel point les preuves étaient solides. Suffisamment solides pour qu'aucun avocat ne puisse les contester, a-t-il répondu. Ce que vous en faites, c'est votre décision. Ce soir-là, je suis rentré en pilote automatique, le dossier verrouillé dans mon coffre. Courtney était dans la cuisine quand je suis entré, remuant quelque chose sur le feu en fredonnant.
Elle a levé les yeux et a souri, du genre facile et sans méfiance, et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Longue, lui ai-je dit, mais productive. Elle a hoché la tête et s'est retournée vers la cuisinière. J'ai posé mes clés sur le comptoir, je suis allé sur la terrasse arrière et je suis resté là, dans l'air qui se rafraîchissait, à regarder le jardin que j'avais passé 2 étés à aménager. Le parterre de fleurs le long de la clôture, la terrasse que j'avais posée moi-même avec l'aide de Ray un week-end de juillet caniculaire. Tout cela construit de mes mains, de mon temps, de ma conviction que je bâtissais quelque chose qui comptait. Je n'étais pas en colère. J'avais dépassé ce stade quelque part entre la photo du parking et la récitation plate des faits par Lou. Ce que je ressentais, c'était de la clarté, pure et nette comme une ligne tracée au cordeau. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Ray. Besoin de parler. Pas urgent, mais bientôt. Il a répondu en moins d'1 minute. Dis-moi quand. Puis je suis rentré, je me suis assis en face de ma femme à la table du dîner et je l'ai écouté parler de son prochain voyage. Hilton Head, encore. Elle a dit que les filles avaient besoin de se ressourcer. Tessa avait déjà réservé la location. Carrie était partante. J'ai dit que ça avait l'air sympa et je n'en pensais pas un mot. Ray vit à 20 minutes de chez moi, dans une maison à demi-niveau près de l'Oyes Road qu'il possède depuis son divorce il y a 8 ans. Il a un barbecue à gaz sur sa terrasse arrière, une caisse de bière de rechange dans le frigo du garage, et un avis sur tout, qu'on le lui demande ou non. C'est ce qui le rend digne d'être écouté. Il n'adoucit pas les choses pour ménager vos sentiments. Il vous dit juste ce qu'il voit. Je suis arrivé un jeudi soir. Il avait déjà allumé le barbecue, 2 steaks sur la grille, et m'a tendu une bière avant même que j'aie franchi la moustiquaire. Tu as l'air d'un homme qui retient quelque chose depuis trop longtemps, a-t-il dit en retournant les steaks. C'est le cas. Je me suis assis sur l'une des chaises de la terrasse et j'ai posé le dossier sur la table entre nous. Il l'a regardé, puis m'a regardé. Il n'a pas tendu la main pour le prendre. Il a attendu. Alors j'ai tout déballé. Le rapport de Lou, les photographies, les reçus d'hôtel, le système d'alibi coordonné entre Courtney, Tessa et Carrie. Quand j'ai eu fini, Ray avait posé ses pinces et fixé le lointain avec l'expression d'un homme qui avait soupçonné quelque chose pendant des années mais n'avait jamais voulu avoir raison. Colin Ware, a-t-il répété. Celui de cet événement. Celui qui t'a appelé un mec. C'est lui. Il a secoué la tête lentement. Depuis combien de temps? Lou estime au moins 8 mois. Ça pourrait être plus long. Ray est resté silencieux un moment. Puis il a pris sa bière, a bu une longue gorgée et l'a reposée avec le calme délibéré de quelqu'un qui avait pris une décision. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'en occuper, lui ai-je dit doucement. Complètement. Une scène ne m'intéresse pas, il a hoché la tête, comme si c'était la seule réponse acceptable. Ce que je n'avais pas encore dit à Ray, c'est que 2 jours plus tôt, j'avais eu une conversation différente, plus difficile. J'ai retrouvé Craig, le mari de Tessa, par un contact commun et lui ai proposé un café. Il a accepté, ce qui m'a dit qu'il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes rencontrés dans un panera près de son bureau. Craig a 44 ans, travaille dans la vente pharmaceutique, se maintient en forme et dégage l'aisance d'un homme habitué à se sortir des situations par la parole. Il était assez amical quand je me suis assis, mais quand j'ai posé la feuille de résumé de Lou sur la table pas les photos, juste la chronologie, son amabilité s'est transformée en quelque chose de plus silencieux. Il a étudié la page un long moment. Je m'en doutais, a-t-il dit finalement. Je n'ai pas insisté. Il a expiré et s'est adossé. Il y a eu une pause qui m'a tout dit avant qu'il ne parle. Écoute, Owen, ma situation est compliquée. Tessa et moi, on a nos propres trucs. Il s'est arrêté, a choisi ses prochains mots avec soin. Je ne suis pas vraiment en position de jeter la pierre. C'était donc ça. Craig n'allait pas se battre. Il n'allait pas se défendre. Il allait se coucher et appeler ça « compliqué ». La conversation avec Doug, le mari de Carrie, a été encore plus courte. Je l'ai joint par téléphone. Il a écouté ce que j'ai dit, a posé une question pour savoir si tout cela devrait devenir public. Et quand je lui ai dit que c'était à lui de décider, il est resté silencieux pendant près de 30 secondes. Je vous remercie de me l'avoir dit, a-t-il dit enfin. Mais Carrie et moi, nous réglons nos affaires en privé. Je savais ce que cela signifiait.
Doug réglait les choses en privé parce que l'alternative impliquait de perdre l'accès à un style de vie qu'il n'avait pas gagné. Il n'allait pas mordre la main qui le nourrissait. Deux hommes, deux raisons différentes, même résultat. Aucun d'eux n'allait rien faire. J'ai raconté tout cela à Ray pendant que nous mangions les steaks. Il a écouté sans interrompre, ce qui pour Ray était une déclaration en soi. Donc, il n'y a que toi, a-t-il dit. Que moi, ai-je confirmé. Il a levé sa bière dans un bref toast sec. Alors, assurons-nous que tu le fasses bien. C'est aussi cette semaine-là que j'ai remarqué Shaun Doyle. Shaun est un chargé de compte senior dans mon entreprise. 44 ans. D'un genre lisse qui passe pour compétent jusqu'à ce que vous travailliez assez longtemps avec lui pour voir les coutures. Nous avions toujours été cordiaux, pas proches, mais fonctionnels. Le genre de relation de bureau construite sur un respect professionnel mutuel et rien de plus profond. Mais après le rapport de Lou, j'ai commencé à prêter une attention différente aux choses autour de moi. Et ce que j'ai remarqué à propos de Shaun, c'est qu'il avait commencé à poser des questions qu'il n'avait aucune raison réelle de poser. Comment allait Courtney? Avions-nous fait quelque chose d'amusant récemment? Une fois, à la machine à café, il a mentionné nonchalamment que sa femme et lui avaient croisé des gens du bureau de Courtney dans un restaurant quelques semaines auparavant. Il l'a dit avec désinvolture. Trop de désinvolture. Je l'ai noté et je n'ai rien dit. 2 jours plus tard, j'ai vérifié le portail de projet partagé de notre entreprise et j'ai découvert que Shaun avait eu accès à un contrat client que je gérais, un contrat qui n'avait aucun lien avec ses propres comptes. Quand je l'ai interrogé directement, il m'a donné une excuse nette et raisonnable, mais ses yeux se sont légèrement déplacés vers la gauche avant de répondre. Ce regard vers la gauche. Lou l'avait mentionné en passant une fois. Les gens regardent à gauche quand ils construisent quelque chose, avait-il dit. À droite quand ils se souviennent. Shaun était en train de construire. Je n'ai pas dévoilé mon jeu. J'ai juste pris une note et j'ai commencé à garder Shaun Doyle à une distance prudente et délibérée dans les conversations, les réunions, et surtout dans tout ce qui touchait à ma vie personnelle. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate, une femme nommée Patricia Gibbs, qui s'était occupée de la succession de mon oncle et qui avait la réputation d'être à la fois brillante et inébranlable. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une consultation. Divorce, protection des actifs, immobilier. Elle avait un créneau le mardi suivant. Je lui ai dit que je serais là. Le voyage était prévu pour un jeudi. Courtney en parlait depuis 2 semaines. Hilton est pendant plusieurs jours. Les filles avaient besoin de soleil, d'air marin et de temps loin de tout. Elle le disait de la manière dont les gens disent des choses qu'ils ont répétées. Facile, rodé. Aucun détail déplacé. Je l'ai aidé à porter sa valise jusqu'à la voiture. Je l'ai embrassé sur la joue à la porte. Elle a ri et a dit, « Ne travaille pas tout le temps que je suis parti. » Je ne le ferai pas, lui ai-je dit. Elle est partie. Je suis resté sur le perron et j'ai regardé jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis je suis rentré, je me suis versé une tasse de café et je me suis assis à la table de la cuisine pendant exactement 12 minutes. Après cela, j'ai passé un appel. Les déménageurs sont arrivés à 14 heures. Une équipe de 2 hommes que j'avais réservés à mon nom, payés d'avance, et prévenus de s'attendre à un travail de 4 heures. Ils étaient professionnels, efficaces et silencieux, ce qui était exactement ce que j'avais demandé. Je leur ai fait faire le tour de la maison une fois et j'ai indiqué ce qui était à moi. Mes vêtements, mes outils dans le garage, la bibliothèque dans le bureau que j'avais construite à partir de bois brut le premier hiver où nous avons vécu ici. Le fauteuil de mon grand-père dans le salon. Rex, notre bigle de 3 ans, qui a observé toute l'opération depuis le canapé avec une oreille levée, puis m'a suivi jusqu'au camion comme s'il avait été emballé lui aussi. J'ai laissé les affaires de Courtney exactement comme elles étaient. Ses bougies, son placard, son étagère de produits de soins alignés comme une petite pharmacie. J'ai laissé la vaisselle et les meubles que nous avions achetés ensemble et les cadres qu'elle avait choisis pour le couloir. J'ai laissé la photo de mariage sur la commode de la chambre, face visible, intacte. J'ai laissé mes clés sur le comptoir de la cuisine. Pas de mots. J'étais à mi-chemin du 2e chargement quand mon téléphone a vibré. Appel vidéo. Le nom de Courtney sur l'écran. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte du salon presque vide, j'ai pris une grande respiration et j'ai répondu. Son visage est apparu, rayonnant de soleil, riant de quelque chose hors champ. Derrière elle, il y avait l'eau bleue et le sable blanc.
Elle a brièvement tourné la caméra. Il y avait Tessa, il y avait Carrie, toutes les trois dans cette joie facile qui vient quand on est exactement là où on voulait être. « Salut chérie », a-t-elle dit en souriant. « Regarde où on est. » « Magnifique », ai-je dit, et j'ai souri, assez sincèrement pour qu'elle n'ait aucune raison de douter. « Tu vas bien ? Tu as l'air fatigué. »« Longue journée au bureau », lui ai-je dit. « Mais bonne, vraiment bonne, en fait. » Elle a ri de nouveau à quelque chose que l'une des autres a dit, m'a fait un signe de la main et a mis fin à l'appel en moins de 2 minutes. De la même manière qu'elle terminait toujours les appels ces derniers temps, efficacement, comme pour cocher une case. J'ai raccroché, glissé le téléphone dans ma poche et regardé ce qui restait de la maison que nous avions partagée pendant 7 ans. Les déménageurs emportaient les dernières boîtes. J'ai dit doucement, à personne en particulier, tu n'as absolument aucune idée de ce qui t'attend en rentrant. Rex m'a regardé depuis le sol. Nous étions partis à 18h30. La location était un appartement propre de 2 chambres dans l'est de Charlotte. 3e étage, bonne luminosité, un petit balcon orienté à l'est. Rien d'extraordinaire, mais solide. À moi. J'avais signé un bail 10 jours auparavant, discrètement. Payé la caution depuis un compte personnel auquel Courtney n'avait pas accès. Patricia Gibbs avait déjà déposé les documents préliminaires ce matin-là. Le compte joint avait été séparé. La carte de crédit commune était fermée. Quand j'ai posé la gamelle d'eau de Rex sur le sol de la cuisine du nouvel appartement et qu'il a bu sans un regard en arrière, j'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine qui était instable depuis longtemps. Courtney atterrirait le dimanche soir. Elle prendrait un taxi ou se ferait déposer par Tessa. Elle franchirait la porte d'entrée en s'attendant à la maison qu'elle avait quittée. Ce qu'elle trouverait à la place serait le silence, des placards vides et un jeu de clés sur le comptoir. Pas de mots, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Le dimanche fut calme. J'ai passé la matinée dans le nouvel appartement à déballer les 2 dernières boîtes. Principalement des livres, quelques photos encadrées que j'avais gardées, et la petite horloge en bois qui se trouvait sur l'établi de mon père jusqu'à ce qu'il me la donne l'année de mon diplôme. Je l'ai posée sur l'étagère de la cuisine, l'ai remontée une fois et j'ai écouté son tic-tac. Régulier, fiable, le genre de choses qui se moquent de ceux qui s'effondrent autour d'elle. Rex était déjà chez lui. Il s'était approprié le canapé dès la première nuit, et je l'avais laissé faire. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Ray est passé vers midi avec des sandwichs et 2 cafés du bistrot du coin. Nous avons mangé sur le balcon sans beaucoup parler. C'est ça, les longues amitiés. Parfois, le silence en dit plus que la conversation. Elle atterrit ce soir, a-t-il finalement demandé. Vers 19h. J'ai hoché la tête, pris une bouchée, regardé la rue en contrebas. Tu es prêt pour ce qui va suivre ? Je suis prêt depuis que j'ai ouvert le dossier de Lou. Il n'a pas insisté. C'est Ray. Le vol de Courtney a atterri à 19h12, selon l'application de la compagnie aérienne que j'avais discrètement vérifiée. J'avais cessé de suivre sa position il y a des jours. Supprimer l'accès partagé, changer mes propres paramètres. Je n'avais plus besoin de la regarder évoluer dans le monde. Ce qui allait se passer ensuite viendrait à moi de lui-même. C'est arrivé à 19h49. Mon téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine. Le nom de Courtney. Je l'ai regardé, l'ai laissé sonner jusqu'au bout et l'ai reposé. Elle a rappelé à 19h53, puis à 20h01, puis 3 autres fois avant 20h15. Chaque appel un peu plus court en patience, je pouvais le dire à la fréquence, à la façon dont les appels se rapprochaient, les intervalles se réduisant comme si elle se montait la tête. Au 9e appel, j'ai déplacé mon téléphone sur la table de chevet de la chambre et je suis retourné lire dans le salon. Les messages vocaux ont commencé vers le 8e appel. Je ne les ai pas écoutés. Je connaissais déjà la forme de leur contenu. La confusion d'abord, puis la frustration, puis quelque chose de plus aigu en dessous. Courtney n'était pas une femme qui gérait bien l'incertitude. Elle aimait contrôler le cadre de chaque conversation, arriver préparée et repartir en ayant géré le résultat. Entrer dans une maison vide sans explication l'avait privée de tous les outils sur lesquels elle comptait. J'y ai pensé et n'ai ressenti aucune culpabilité. L'appel 17 est arrivé juste après 21h30. Je connais le compte parce que je l'avais suivi sans le vouloir, comme on suit le score de quelque chose qu'on n'avait pas prévu de regarder. Après celui-là, les appels ont cessé.
Quelques minutes plus tard, un texto est apparu. Owen, qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi. Puis, 10 minutes plus tard, ce n'est pas drôle. Où est Rex? Celui-là m'a presque fait sourire. Pas parce que c'était amusant, mais parce que le chien était plus haut sur sa liste de préoccupations que je ne l'aurais cru. Ou peut-être que j'étais la deuxième perte à laquelle elle n'était pas encore arrivée. D'autres textos ont suivi au cours de l'heure suivante. Je les ai lus sans répondre. Les premiers étaient contrôlés, exigeants, secs. La voix d'une femme qui attendait une réponse parce qu'elle était habituée à en obtenir une. Puis ils ont commencé à changer. Au 5e message, le ton avait changé. Pas plus doux, mais plus brut. Moins de gestion, plus de réaction. Celui qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir est arrivé à 22h47, est-ce que c'est à propos de Colin? Pas, de quoi parles-tu? Pas, qui est Colin? Juste ça. 3 mots qui confirmaient qu'elle avait déjà fait le calcul et était arrivée à la seule réponse possible. J'ai posé le téléphone face visible et j'ai regardé le plafond. Elle n'avait même pas essayé de construire une explication alternative. Le réflexe du mensonge qui avait si bien fonctionné pendant des mois s'était simplement arrêté parce qu'il n'y avait plus nulle part où aller. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. J'ai éteint la sonnerie, je me suis assuré que Rex était installé et je me suis couché à 23h. J'ai mieux dormi que depuis des mois, ce qui m'en a dit plus sur le poids que je portais que je ne me l'étais avoué. Lundi matin a apporté un message d'un autre genre. Pas frénétique, chirurgical. J'ai besoin que tu m'appelles pour qu'on puisse gérer ça comme des adultes. Fuir ne résout rien. Fuir. Cette reformulation était déjà rapide. Elle réécrivait l'histoire, transformant mon départ délibéré et planifié en quelque chose d'impulsif, de réactif. Si j'avais fui, alors elle était la personne stable. Si j'avais paniqué, alors elle était la personne raisonnable qui attendait de discuter. J'ai transféré le message à Patricia Gibbs avec une note d'une ligne, elle commence à construire un récit. Juste pour vous tenir au courant. Patricia a répondu dans l'heure, notez. Ne dites rien. Laissez-la continuer à parler. C'était exactement mon plan. Mardi, Courtney était passé du texto à un message vocal de 4 minutes. J'en ai écouté 40 secondes, assez pour entendre le passage d'un calme répété à quelque chose qui ressemblait à une véritable désorientation. Elle n'était pas habituée au silence comme réponse. En 11 ans de mariage, je m'étais toujours engagé, j'avais toujours essayé d'expliquer, de raisonner, de réparer. Le fait que je sois simplement absent, pas en colère, pas en train de me battre, juste absent, semblait la déstabiliser plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Ray a appelé mardi soir pour prendre des nouvelles. Entendu parler de Craig ou de Doug, a-t-il demandé. Rien. Silence radio des deux côtés. Logique. Il est resté silencieux un moment. Et ce type au travail, Doyle? Je le surveille toujours, ai-je dit. Il a demandé à mon assistante hier si j'avais pris des congés récemment. Formulé avec désinvolture. Elle n'y a rien vu de mal, mais toi si. Oui. Ray a expiré. Il transmet des informations à quelqu'un, soit à Colin, soit à Courtney directement. C'est mon analyse. J'étais d'accord. Je n'agis pas encore, mais je le ferai. Il y a une sorte de patience particulière qui vient du fait de savoir que l'on détient toutes les cartes. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste la confiance tranquille d'un homme qui a fait ses devoirs avant l'examen. Courtney se débattait. Shaun se positionnait. Et moi, j'étais parfaitement immobile, attendant que chacun d'eux me montre exactement où il prévoyait de se déplacer ensuite. Quand on arrête de réagir et qu'on commence à observer, les gens révèlent tout. Elle s'est présentée à mon bureau le mercredi. Je l'ai d'abord vue à travers la cloison vitrée qui séparait le hall de l'étage principal. Elle se tenait à la réception dans un blazer anthracite que je reconnaissais. Cheveux lâchés, posture trop droite. Le genre de maintien rigide qui ne vient pas de la confiance, mais du fait de se contenir par pure force de volonté. Mon assistante, Marlène, m'a appelé. Il y a une femme ici qui dit être votre femme. Elle n'a pas de rendez-vous. Dites-lui que je sors dans 5 minutes, ai-je dit. Puis j'ai terminé l'email que j'écrivais, l'ai envoyé, j'ai rangé mon bureau et je suis sorti. Courtney s'est retournée en entendant mes pas. Pendant une fraction de seconde, avant que son sang-froid ne se réassemble,
j'ai vu du soulagement sur son visage, comme si elle avait eu peur que je ne sorte pas du tout. On peut parler quelque part en privé, a-t-elle demandé. J'ai fait un geste vers la petite salle de conférence près du hall. Elle est entrée la première. J'ai fermé la porte derrière nous et je suis resté debout près d'elle. Je ne lui ai pas offert de siège. Elle a posé son sac sur la table et m'a regardé comme si elle essayait de lire un document dans une langue qu'elle parlait autrefois couramment. « Tu n'as pas appelé ?» a-t-elle dit. « Non, ai-je convenu. » Owen. Sa voix avait le calme prudent de quelqu'un qui répète chaque mot. « Je comprends que tu sois contrarié. Je comprends que quelque chose s'est passé et que tu avais besoin d'espace. Mais disparaître, prendre le chien, vider tes affaires. Ce n'est pas comme ça que deux personnes qui ont 11 ans de vie commune gèrent un problème. » J'ai laissé cela en suspens un moment. « Tu as raison, ai-je dit. Ce n'est pas comme ça que deux personnes qui ont 11 ans de vie commune gèrent un problème. Mais ce n'est pas non plus ce dont il s'agit ici. » Sa mâchoire s'est légèrement crispée. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que je ne suis pas contrarié, Courtney. Je n'ai pas de réaction. Je ne vais pas me calmer, rentrer à la maison et prétendre que les 8 derniers mois n'ont pas eu lieu. J'ai gardé ma voix égale et calme. Je sais pour Colin Ware. Je sais pour l'hôtel près de Hill 77. Je sais pour Hilton Head, la vraie version, pas celle que tu m'as racontée. Je sais pour l'arrangement de Tessa et Craig. Et je sais pour celui de Carrie et Doug. La couleur a changé sur son visage. Pas de façon spectaculaire. Courtney était trop contrôlée pour ça, mais elle a changé. « Tu m'as fait suivre ?» a-t-elle dit finalement. J'ai fait confirmer les faits, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle a tiré une chaise et s'est assise, ce qui m'a dit que rester debout était devenu trop d'effort. Elle est restée silencieuse un long moment, regardant la surface de la table. Puis elle a levé les yeux. Je n'étais pas heureuse, a-t-elle dit doucement. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais j'ai besoin que tu comprennes que ce qui s'est passé, ce n'était pas rien pour moi. Je me noyais et tu ne le voyais pas, j'ai étudié son visage, non pas avec colère, mais avec une quasi-curiosité. De la manière dont on regarde quelque chose que l'on a autrefois apprécié et que l'on essaie de comprendre comment on a pu le surestimer. Je l'ai vu, lui ai-je dit. Je t'ai demandé 2 fois pour une thérapie. J'ai organisé un week-end que tu as annulé. J'ai préparé des dîners que tu as critiqués. J'étais là, Courtney. Tu as juste cessé de vouloir que je le sois. J'ai fait une pause. Ce n'est pas se noyer. C'est choisir. Ses yeux sont devenus vitreux. Alors c'est tout. 11 ans et tu as juste fini ? J'ai fini au moment où tu as décidé que je ne valais pas la vérité. J'ai bougé vers la porte et je l'ai ouverte. Tu auras des nouvelles de mon avocate. Son nom est Patricia Gibbs. Elle est minutieuse, donc je te suggère de te trouver un représentant rapidement. Courtney s'est levée. Owen. Je ne suis pas en colère, ai-je dit depuis le seuil, assez fort pour que le hall entende si quelqu'un écoutait. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches. Mais tu devras le chercher ailleurs. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assis. À travers la vitre, je l'ai regardé se tenir dans le hall un instant, son sac sur l'épaule, son sang-froid s'effritant finalement juste assez pour montrer les contours de quelque chose en dessous. Puis elle est sortie. Marlène a frappé 2 fois et a penché la tête. Tout va bien ? Tout va bien, ai-je dit. Peux-tu me donner le dossier Henderson ? J'ai un appel à passer. Elle a hoché la tête et est partie. Je me suis tourné vers mon écran et je me suis remis au travail. Shaun Doyle a fait son coup un vendredi. Je l'attendais. Patient, de la manière dont on est patient quand on connaît déjà la fin. Pas tendu, juste prêt. Il tournait en rond depuis 2 semaines, posant des questions qui n'avaient aucune raison professionnelle d'être posées, se positionnant près de conversations auxquelles il n'avait rien à faire. Je l'avais observé de la manière dont Lou Decker m'avait appris à observer les choses, sans réaction, sans dévoiler mon jeu, juste une accumulation constante d'observations. Le coup est venu lors de notre réunion hebdomadaire de bilan des comptes. 8 personnes autour de la table de conférence, et Shaun a attendu les 5 dernières minutes, quand tout le monde était à moitié déconnecté et attrapait son téléphone, pour le lâcher. Au fait, a-t-il dit, aussi désinvolte qu'un homme commentant la météo.
J'ai croisé Colin Ware au Valentine Corporate Park la semaine dernière. Il a mentionné qu'il traversait une période difficile en ce moment. Des problèmes personnels. Il m'a jeté un coup d'œil avec la neutralité étudiée d'un homme qui avait répété ce regard. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. La table est devenue silencieuse de la manière dont les tables le deviennent quand quelque chose a été dit que tout le monde peut sentir mais que personne ne veut nommer. J'ai posé mon stylo lentement, j'ai regardé Shaun avec la même expression égale que j'utilisais pour examiner un rapport trimestriel. Je te remercie de partager ça, ai-je dit, bien que je ne sois pas sûr de ce que cela a à voir avec le comte Henderson. Il a souri, un sourire mince. Juste pour la conversation. Gardons la conversation pour après la clôture du trimestre, ai-je répondu. Merci à tous. La réunion s'est terminée. Les gens sont sortis. Shaun a été l'un des premiers à partir, ce qui m'a dit que son coup n'avait pas atterri comme il l'avait prévu. Il voulait une réaction, de la confusion, un malaise, quelque chose qu'il pourrait rapporter à celui qui lui demandait de recueillir des informations. Au lieu de cela, il n'avait rien eu. Et rien n'est la réponse la plus difficile à gérer. J'ai laissé passer 20 minutes. Puis, je suis allé à son bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Shaun a levé les yeux de son écran avec une expression prudente d'homme en train de se recalibrer. Je me suis assis en face de lui sans y être invité. Depuis combien de temps connais-tu Colin Ware, ai-je demandé. Une pause. Nous nous sommes croisés à quelques événements de l'industrie. Rien de significatif. Est-ce que Courtney a déjà été à ces événements? La pause, cette fois, a été une demi-seconde plus longue. Je l'ai peut-être vu 1 ou 2 fois. Owen, de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que tu as accédé au contrat d'Orchestre il y a 2 semaines, ai-je dit. Tu n'as aucun compte qui touche à ce dossier. J'ai vérifié le journal d'accès moi-même. J'ai gardé ma voix complètement plate. Tu as aussi demandé à mon assistante 2 fois au cours des 10 derniers jours des informations sur mon emploi du temps et si j'avais pris des congés personnels. Et ce matin, tu as lâché le nom de Colin Ware dans une salle pleine de collègues. Shaun a ouvert la bouche. J'ai levé une main. Pas de façon spectaculaire, juste assez pour l'arrêter. Je ne suis pas ici pour en débattre. Je suis ici pour te dire clairement que je sais ce que tu as fait. Je sais pour qui tu l'as fait. Et je te donne exactement une seule occasion d'arrêter. Je me suis penché légèrement en avant. Les journaux d'accès sont déjà documentés. Les RH en ont une copie. Si tu veux en faire une procédure officielle, je suis prêt. Si tu préfères retourner à ton vrai travail, ça me va aussi. Il m'a fixé un long moment. La recalibration était visible. On pouvait presque le voir passer en revue les réponses disponibles et n'en trouver aucune d'adéquate. Je t'entends, a-t-il dit finalement. Silencieux, plat. Bien. Je me suis levé. Clôture bien le trimestre, Shaun. C'est ce dont j'ai besoin de toi. Je suis sorti sans me retourner. Cet après-midi-là, j'ai appelé Lou Decker pour la dernière fois à titre professionnel. Je lui ai parlé de Shaun, de la réunion, de la conversation. Il a écouté, a posé 2 questions, puis a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ware a posé des questions sur vous, a dit Lou, par un tiers. Pas directement. Il voulait savoir si vous aviez engagé un avocat, s'il y avait des procédures judiciaires en cours. Qu'est-ce que le tiers lui a dit? Rien d'utile. Mais le fait qu'il demande signifie qu'il sait que la situation est plus avancée que Courtney ne le lui a dit. Lou a fait une pause. Il pense peut-être qu'il a une certaine exposition ici. Réputationnelle, peut-être professionnelle. Laissez-le penser, ai-je dit. Lou a fait un bruit qui aurait pu être un rire. Vous gérez bien ça. La plupart des gens dans votre position sont en vrac à ce stade. La plupart des gens n'ont pas eu 10 jours pour se préparer. Il arrive franchement cette fois-là. Nous avons terminé l'appel et c'était tout. Lou Decker, retraité de la police de Charlotte, 14 ans à nettoyer les dégâts des autres, avait fait sa part. Le reste était à moi. Ray est passé ce soir-là. Nous nous sommes assis sur le balcon comme nous l'avions fait la plupart des soirs ces derniers temps. 2 hommes, un silence confortable, la ville faisant son truc en dessous. Doyle est neutralisé, a-t-il demandé. Pour l'instant. Il sait que j'ai la documentation. Et Ware? Il est nerveux, ai-je dit.
Ce qui est à peu près normal. Ray a hoché la tête. Patricia avance toujours sur la vente de la maison. L'annonce se termine la semaine prochaine. 2 offres déjà. Les 2 au-dessus du prix demandé. Il s'est adossé à sa chaise et a regardé la ligne d'horizon. Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser? À quoi? Au fait qu'elle riait sur cette plage pendant que tu chargeais des cartons. Il a secoué la tête lentement. En envoyant des selfies. C'est vrai, ai-je confirmé. Et maintenant, elle n'a plus de quoi rire. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai juste pris mon café et j'ai laissé la nuit nous envelopper comme elle l'avait fait ces derniers temps. Sans poids, sans bruit, sans la tension de bas niveau qui avait vécu dans ma poitrine pendant la meilleure partie de 2 ans. Rex a posé sa tête sur mon genou. Je l'ai gratté derrière l'oreille. L'horloge sur l'étagère de la cuisine continuait son tic-tac. Patricia Gibbs ne perdait pas. C'était le mot qui courait dans le milieu juridique de Charlotte. Pas qu'elle était agressive, pas qu'elle était brillante, bien qu'elle fût les deux. Le mot était qu'elle ne perdait pas. Elle se préparait avec la minutie d'un chirurgien et argumentait avec la patience d'une femme qui avait vu toutes les stratégies utilisées contre elle et avait pris des notes sur chacune d'elles. Elle m'a appelé un lundi matin avec une vivacité particulière qui signifiait que quelque chose avait bougé. Le conseil de la partie adverse a envoyé des termes préliminaires, a-t-elle dit. Vous allez vouloir vous asseoir. J'étais déjà assis. Allez-y. L'avocat de Courtney, un homme nommé Howard Blaine, spécialisé dans les divorces conflictuels, avait soumis un document de position qui parvenait à être à la fois prévisible et audacieux. Elle demandait la maison en pleine propriété, la possession principale sur la base de 11 ans d'occupation et d'attachement émotionnel. Elle demandait le plus récent des 2 véhicules. Elle demandait une part de mes cotisations de retraite effectuées pendant le mariage. Et elle avait qualifié mon départ d'abandon du domicile conjugal, un terme aux implications juridiques spécifiques en Caroline du Nord que son avocat espérait clairement voir compliquer ma position. Abandon du domicile conjugal, ai-je répété. C'est tiré par les cheveux, a dit Patricia. Mais c'est un calcul. Howard Blaine sait que ça ne tiendra pas avec ce que nous avons au dossier, mais il espère que le mot vous mettra sur la défensive, changera votre posture dans la négociation. Ça ne le fera pas, je sais, a-t-elle dit. Je pouvais entendre une légère approbation dans sa voix. Voici où nous en sommes. La maison est à votre nom, achetée 16 mois avant le mariage. Sa revendication d'attachement occupationnel est un argument mince dans cette juridiction. Le véhicule qu'elle demande, j'ai déjà sorti les dossiers d'achat. Vous l'avez financé seul. C'est documenté. Elle a fait une pause. La pension est le seul point avec une réelle complexité. Mais même là, nous avons une position solide. Quant à toute réclamation d'abandon, je dépose une contre-réponse cette semaine qui inclura la documentation complète du rapport de Ludecker. Chronologie, lieu, preuves corroborantes. Elle a fait une pause. Cette documentation ne neutralise pas seulement la réclamation d'abandon. Elle établit entièrement le contexte factuel de votre départ. J'ai laissé cela décanter un moment. Quel est notre calendrier réaliste? Si elle est raisonnable, 4 à 5 mois. Si Howard Blaine décide de faire traîner les choses, plus longtemps. Mais je veux vous montrer quelque chose d'intéressant. J'ai entendu du papier bouger de son côté. La situation de Courtney a changé depuis qu'elle a déposé sa demande. J'ai de bonnes raisons de croire que Colin Ware s'est fait discret. La relation semble s'être terminée brusquement, peut-être parce que quelqu'un dans son cercle professionnel a pris connaissance de certains détails. Je n'avais pas orchestré cela, mais je n'en étais pas surpris non plus. Lou avait dit que Ware était nerveux. Les hommes nerveux se protègent d'abord. Comment cela affecte-t-il les choses, ai-je demandé. Cela pourrait la motiver davantage à trouver un accord, a répondu Patricia. Une femme qui se bat dans un divorce alors que la raison de sa faute s'est évaporée est une femme dans une position émotionnelle difficile. Les positions émotionnelles difficiles ont tendance à mener à des accords plus rapides. Nous avons parlé pendant 20 minutes de plus des détails, de la division des actifs, de ce sur quoi j'étais prêt à négocier et de ce qui ne l'était pas, du calendrier de la vente de la maison. À la fin de l'appel, je me sentais comme je me sentais toujours après avoir parlé à Patricia Gibbs, comme si quelqu'un avait remis les meubles aux bons endroits. Pas d'enfant. C'était la seule carte que l'avocat de Courtney n'avait pas à jouer. Pas d'arrangement de garde pour compliquer les choses,
pas de pension alimentaire à utiliser comme arme, pas de tiers dont le bien-être pourrait être exploité contre l'une ou l'autre partie. Courtney avait évoqué l'idée de fonder une famille 2 fois au cours des 3 dernières années. Et les 2 fois, c'est moi qui avais dit, attendons que les choses se tassent entre nous. Je n'avais pas su pourquoi je l'avais dit à l'époque. Je comprenais pourquoi maintenant. L'absence d'enfant signifiait que le divorce était au fond une affaire financière et juridique. Et sur les questions financières et juridiques, j'étais mieux préparé qu'elle ne l'avait prévu. 2 jours après mon appel avec Patricia, Carrie, la sœur de Courtney, m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Sa voix était différente de ce à quoi je m'attendais. Plus calme, dépouillée de la performance sociale qui la caractérisait habituellement. Je voulais juste dire que je suis désolé, a-t-elle dit, pour ma part là-dedans, pour l'avoir couverte. Je suis resté silencieux un moment. J'apprécie, Carrie. Elle ne va pas bien, a ajouté Carrie. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes mal. Je pensais juste que tu devrais savoir quel genre de dégâts cela cause quand tout s'effondre. Je sais quel genre de dégâts ça cause, ai-je dit. J'ai vécu dedans. Elle n'a pas répondu à cela. Nous avons terminé l'appel peu de temps après et je suis resté avec ça un moment. Pas adouci par cela, ni insensible non plus, juste lucide. Les dégâts avaient été faits bien avant que je n'emballe une seule boîte. Tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter de me tenir dedans. La maison s'est vendue en 9 jours. 2 offres, toutes 2 au-dessus du prix demandé. Patricia a recommandé la plus solide, un acheteur préapprouvé sans condition, et je l'ai accepté un mercredi matin sans cérémonie. J'ai signé les papiers dans la salle de conférence de Patricia, j'ai pris une copie pour mes dossiers et je suis retourné à l'appartement, me sentant comme on se sent après avoir posé quelque chose de lourd que l'on portait depuis si longtemps qu'on en avait oublié le poids. Courtney l'a appris par le bureau d'Howard Blaine le même après-midi. Patricia m'a dit que Blaine avait appelé 2 fois, d'abord avec des objections, puis avec une demande de séance de médiation d'urgence. Patricia a décliné le cadre d'urgence et a proposé un calendrier standard à la place. Les objections n'ont mené à rien. La maison était à moi. La vente était légale, correctement exécutée et entièrement dans mon droit. Howard Blaine était un avocat compétent avec une main faible, et il le savait. Ce qu'il ne savait pas, ce que je n'avais pas entièrement anticipé, c'est ce qui est arrivé à Colin Ware cette même semaine. Lou Decker m'a appelé jeudi. Bref, factuel, comme Lou faisait tout. Ware a été licencié, a-t-il dit. Son entreprise, apparemment un client a signalé des problèmes de conduite, des violations des limites professionnelles. Les RH ont ouvert une enquête. Il a démissionné avant qu'il ne puisse la formaliser. Je suis resté avec ça un moment. Est-ce que c'était lié à tout ça? Indirectement, a dit Lou. Les mots circulent dans les milieux d'affaires, Owen, surtout quand quelqu'un a été négligent assez longtemps. Une pause. Il n'est plus en contact avec Courtney non plus, d'après ce que je peux dire. Ça s'est terminé il y a environ 10 jours. Ainsi, l'affaire était terminée. La maison était vendue. Le processus juridique avançait selon le calendrier de Patricia. Et Courtney, la femme qui avait passé 8 mois à construire une vie parallèle élaborée, se tenait maintenant au milieu de celle-ci alors que les 3 murs s'effondraient en même temps. Je ne me sentais pas triomphant. Je veux être honnête à ce sujet. Ce que je ressentais était quelque chose de plus calme. L'immobilité particulière qui vient lorsque la justice suit son propre cours sans que vous ayez à la pousser. 2 jours plus tard, Carrie a rappelé. Cette fois, elle ne s'excusait pas. Elle transmettait des informations avec précaution, comme le fait une personne qui n'est pas sûre de la façon dont elles seront reçues. Elle ne va pas bien, a dit Carrie. Je veux dire, vraiment pas bien. Elle a demandé la médiation. Mais je ne pense pas que son cœur soit encore dans le combat. Colin est parti. La situation professionnelle est. Il se dit que les retombées de son entreprise ont également touché la réputation professionnelle de Courtney. Certains des mêmes clients. Elle s'est arrêtée. Je ne te dis pas ça parce que je veux que tu te sentes mal. Je sais, ai-je dit. Je pense juste qu'elle comprend enfin ce qu'elle a jeté. Pas parce qu'elle t'a perdu toi spécifiquement, mais parce qu'elle a perdu la vie, la stabilité, la personne qui était réellement là. Je n'ai pas répondu directement à cela. Qui avait-il à dire?
Que j'avais été là pendant des années alors qu'elle regardait ailleurs. Elle le savait déjà. Carrie aussi. J'espère qu'elle se reconstruira, ai-je dit finalement. Je l'espère sincèrement. Simplement, pas près de moi. Carrie est restée silencieuse. C'est juste, a-t-elle dit doucement. La médiation a eu lieu 3 semaines plus tard. Une seule session, 4 heures, dans une salle de conférence du centre-ville de Charlotte avec les 2 avocats présents, et Courtney et moi assis aux extrémités opposées d'une longue table. Elle avait l'air fatiguée, pas brisée. Courtney était trop composée pour être brisée, mais de cette fatigue particulière qui vient de mener une bataille dont l'issue était déjà écrite. Howard Blaine a présenté 3 positions révisées. Patricia a contré les 3 avec une documentation qui rendait chacune d'entre elles intenable. À la 3e heure, l'avocat de Courtney lui recommandait d'accepter le cadre que Patricia avait proposé 2 semaines auparavant. Courtney m'a regardé une fois à travers la table, juste une fois, directement, pendant environ 3 secondes. J'ai soutenu son regard sans expression. Elle a détourné les yeux la première. L'accord a été signé cet après-midi-là. Elle a gardé sa voiture et une division équitable de l'épargne commune. Elle a reçu une somme forfaitaire que Patricia avait acceptée comme une contrepartie pour une sortie propre. Pas de pension alimentaire, pas d'enchevêtrement continu. Le produit de la vente de la maison m'est revenu entièrement. Rex s'est assis avec moi sur le balcon ce soir-là pendant que la ville s'installait dans son bruit nocturne. Ray a texté, fini. J'ai tapé en retour, fini. Sa réponse est arrivée immédiatement. Bien joué. Dîner vendredi? J'ai posé le téléphone et j'ai gratté Rex derrière les oreilles. Fini. Complètement, légalement, finalement fini. 4 mois plus tard, je vivais dans une autre ville. La compagnie de télécommunications m'avait offert un poste de directeur régional couvrant 3 États du Mid-Atlantique, un rôle pour lequel j'avais été écarté 2 fois pendant les années où j'avais géré une vie qui ne me valorisait pas. Quand il s'est présenté à nouveau, j'ai pris l'appel au sérieux cette fois. J'ai pris l'avion pour DC pour 2 jours de conversation, j'ai aimé ce que j'ai entendu et j'ai accepté l'offre 3 semaines après la finalisation du divorce. Charlotte avait été ma ville pendant 11 ans. Une partie de cela était vraiment bonne. Je n'ai pas brûlé ces souvenirs. Je n'avais juste plus besoin de les porter. J'ai trouvé un appartement à Arlington avec une vue à laquelle je ne m'attendais pas à tenir et que j'ai fini par apprécier considérablement. Bonne lumière le matin. Un parc à 2 pâtés de maison où Rex s'était rapidement fait connaître de tous les autres propriétaires de chiens dans un rayon de 4 pâtés de maison. Un café au coin de la rue où le propriétaire se souvenait de votre commande à la 3e visite. Une vie saine, une vie honnête. Ray est venu pour un long week-end en octobre. Nous avons marché le long du Potomac un samedi après-midi, le genre de journée d'automne qui vous rappelle pourquoi les saisons existent. Il était plus silencieux que d'habitude, ce qui pourrait signifier que quelque chose travaillait en lui. « Tu vas bien ?» a-t-il finalement demandé. « Ouais » ai-je dit, et je le pensais d'une manière que je ne l'avais pas pensé depuis des années. « Pas une partie de toi », il s'est arrêté, a recommencé. « Tu ne regardes pas en arrière ?» J'y ai pensé honnêtement avant de répondre. À Courtney sur la plage en voyant des selfies pendant que je chargeais des cartons. Au reçu d'hôtel plié dans son vieux sac à main. Au long silence à table et au roulement d'yeux et à l'érosion progressive d'un homme qui continuait d'essayer de maintenir ensemble quelque chose qui avait déjà lâché prise. Non, ai-je dit. Cette partie de ma vie m'a appris quelque chose que j'avais besoin d'apprendre. Mais je ne lui dois rien d'autre. Ray a hoché la tête. Il a ramassé une pierre plate près du chemin et l'a retournée dans sa main. Elle m'a contacté, a-t-il dit. Le mois dernier. M'a demandé comment tu allais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu allais bien. Il a jeté la pierre vers l'eau. Parce que c'est le cas. Nous avons marché le reste du chemin sans beaucoup parler. Rex trottait devant, le nez au sol, complètement indifférent au passé. Ce soir-là, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert le journal que j'avais commencé la semaine de mon déménagement. J'y avais écrit la plupart des soirs. Pas sur Courtney, pas sur le divorce. Sur le travail, la nouvelle ville, les choses que je voulais construire maintenant que je construisais pour moi-même. J'ai relu quelques entrées et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps en étant assis dans cette maison de Charlotte. Comme si j'étais exactement là où je devais être. Pas parce que tout s'était parfaitement arrangé.
Pas parce que l'année ne m'avait pas coûté quelque chose de réel. Mais parce que j'avais enfin cessé de laisser les choix de quelqu'un d'autre définir la dimension de ma vie. J'ai fermé le journal, fait du café, regardé la ville s'assombrir par la fenêtre. Rex s'est installé à mes pieds. L'horloge sur l'étagère continuait son tic-tac.